Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le rapport Bergier a contribué à désenchanter l'image que les Suisses avaient d'eux-mêmes. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont d'un historien qui a occupé ces lieux pendant un moment, Michel Porret. Si vous êtes ici, si vous voulez continuer à vous désenchanter, quoi de mieux que d'accueillir parmi nous la mandante du rapport Bergier et puis sa cheville ouvrière. Bienvenue à cette soirée consacrée aux 20 ans de la commission Bergier. C'est donc l'ancienne présidente de la Confédération, Ruth Dreyfus, qui va véritablement ouvrir cette soirée. Alors je sais que c'est une invitée qu'on ne présente plus, elle m'a dit d'être bref et peu élogieux, donc je vais faire le maximum. Et puis tenter quand même de la présenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc elle est Ruth Dreyfus, vous êtes née à Saint-Gall, mais vous êtes chez vous ici à Genève. Vous êtes journaliste de formation. Vous avez passé une décennie au Conseil fédéral, où vous avez justement lancé en 1996 cette commission extra-parlementaire qui s'appelait alors Commission indépendante d'experts suisses Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce que les médias la renomment Commission Bergier. Et puis aussi, pas tout à fait accessoirement, vous avez marqué l'histoire de ce pays en devenant, en 1998, la première femme présidente de la Confédération. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis et amis aussi, la question des fonds en déshérence de la Seconde Guerre mondiale et les demandes des héritiers de personnes qui avaient pensé mettre leurs biens à l'abri de la spoliation par les nazis ont fait une première et timide apparition sur la scène politique suisse en 1995. Une motion parlementaire demandant au Conseil fédéral de se pencher sur la question reçue pour toute réponse qu'il n'y avait pas nécessité d'agir, et elle fut ensuite rejetée. À peine quelques mois plus tard, le sujet se trouvait en pleine actualité, une actualité alimentée tant par le débat ouvert en Suisse que par de fortes pressions internationales, celles venant des États-Unis d'Amérique et du Congrès juif mondial, réveillant auprès des banques helvétiques la crainte de mesures de rétorsion. C'est alors que le Conseil fédéral fut obligé de revoir sa position et de créer une commission internationale d'experts suisses Seconde Guerre mondiale, chargée à l'origine d'un mandat relativement étroit, celui d'une recherche sur la question des fonds en déshérence, qui devait pouvoir aboutir grâce à l'obligation faite aux entreprises concernées d'ouvrir leurs archives. Cette obligation, je tiens à le signaler, était une première dans l'histoire de la Suisse, très contestée par le monde économique qui la jugeait exorbitante, et elle n'allait pas se reproduire à l'avenir, comme le montre à mon grand regret le refus de faire de même en faveur d'une commission chargée quelques années plus tard d'examiner le rôle de la Suisse dans le soutien au régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Le Conseil fédéral chargeant en fait 2 de ses membres et leur administration, bien sûr, d'accompagner les travaux de la Commission et les relations internationales liées à ces travaux et au suivi de la question des fonds en déshérence. Dans mon département, le département fédéral de l'Intérieur, les archives fédérales étaient appelées à soutenir les activités de la Commission et pouvaient d'ailleurs aussi aider à recruter ou à suggérer le recrutement de la centaine de collaborateurs et de collaboratrices auxquels celle-ci devait avoir recours pour mener à terme son mandat. D'autre part, mon secrétariat général, chargé de la surveillance des fondations, était appelé à mettre en œuvre une première réponse de la Suisse, une fondation alimentée par les banques, certaines entreprises et la Banque nationale, qui se donnait pour tâche d'aider les victimes de l'Holocauste restées sans ressources après le drame vécu 40 ans auparavant. Si cette fondation a réalisé en un temps record un travail absolument admirable, il n'en reste pas moins qu'elle résultait de l'espoir de ses initiants qu'elle permettrait de construire un pare-feu aux exigences bien plus importantes auxquelles ils craignaient, avec raison d'ailleurs, de se voir confrontés. L'autre département qui devait jouer un rôle dans la mise en place de cette commission et son accompagnement
était le département des Affaires étrangères. Il se vouait, à travers une task force dirigée par l'ambassadeur Borrer, de limiter les dégâts d'image des autorités suisses et de l'économie suisse, tant auprès de l'opinion publique nationale qu'internationale. Le service historique du département de la Défense, que je tiens quand même à mentionner, était par ailleurs chargé d'apporter à travers ses propres archives des contributions à la commission. La constitution de la commission d'experts fut la première tâche commune qui nous fut confiée par le Conseil fédéral à M. Coty et à moi-même. Tâche difficile, car il fallait que la légitimité et la reconnaissance scientifique de chacun des membres fût soigneusement examinée et qu'un mix entre experts suisses et internationaux éveille toute la confiance nécessaire dans l'indépendance de la commission. C'est au moment du choix de la personne qui présiderait celle-ci que des conflits ont vraiment éclaté. Finalement, après des heures tumultueuses de discussion au Conseil fédéral, en pleine nuit, une brève conversation téléphonique avec Jean-François Bergier eut lieu. Prié de se mettre au service du pays, il accepta sans hésiter une tâche qui allait en fait bouleverser les dernières années de sa vie. De deux façons, ce médiéviste et spécialiste de l'histoire du développement économique de la Suisse, choisi pour ses compétences internationalement reconnues de travail en archives et son intégrité scientifique, a découvert seulement à ce moment les compromis et compromissions de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et par ailleurs, il a été en butte à des critiques inouïes, allant jusqu'à des accusations de trahison. Permettez-moi de lui rendre ici un vibrant hommage. Rapidement, le mandat de la Commission fut élargi à d'autres thèmes de collaboration économique de la Suisse avec les puissances de l'Axe et le régime de Vichy. La polémique enflant autour du refoulement des réfugiés juifs fuyant le nazisme, le Conseil fédéral demanda à la Commission de donner la priorité à cette recherche initialement non prévue. Ce premier rapport allait une fois de plus déclencher de fortes polémiques, la contestation du nombre de personnes refoulées et la reviviscence du slogan que la barque était pleine et que la Suisse avait fait le maximum pour rester fidèle à sa tradition humanitaire. Marc Pernoud vous parlera de son expérience au service de la Commission. Il ne m'appartient bien sûr pas d'anticiper sa conférence. J'aimerais ajouter une seule remarque. Tout au long des 5 années d'activité de la Commission, il a fallu défendre son indépendance contre tous ceux qui tentaient d'infléchir ses travaux et ses conclusions et défendre l'intégrité de celle-ci, de son président, de ses membres et de ses collaborateurs et collaboratrices. Que ce soit le Congrès juif mondial, des autorités américaines jusqu'au plus haut niveau ou des milieux suisses concernés. J'en viens donc au moment où le professeur Bergier présenta son rapport final, les 600 pages du volume proprement dit du rapport Bergier et les 28 volumes d'études thématiques résultant de 5 ans de travaux acharnés réalisés sous la pression du temps imparti. Un travail salué par la presse internationale et qui allait inspirer d'autres pays à constituer des commissions du même type, mais qui ne manqua pas, encore une fois, de déclencher de vives polémiques en Suisse. L'intérêt porté à la question des fonds en déshérence avait par ailleurs bien diminué, car elle semblait avoir trouvé sa solution grâce au versement par les banques helvétiques d'un montant à répartir entre les plaignants d'actions collectives et d'autres victimes du nazisme, d'ailleurs un montant vraisemblablement bien supérieur à l'argent dû aux possesseurs légitimes de ces comptes et de ces contrats d'assurance vie. En fait, il s'agissait tout simplement de pouvoir rester dans le marché américain en particulier. Mais le rapport Bergier avait mis en évidence d'autres aspects économiques de la collaboration de la Suisse avec l'Allemagne nazie. Si grâce à la conférence de Washington sur les œuvres d'art volées par les nazis, c'est son nom, cette question reste jusqu'à présent d'actualité, elle n'est pas achevée, d'autres aspects de cette collaboration n'allaient plus éveiller grand intérêt. Une exposition itinérante sur le travail et les conclusions de la commission Bergier a bien été organisée. Mais l'ambition de rédiger à l'échelle de la Suisse de nouveaux livres d'histoire
une initiative à laquelle je tenais beaucoup, livre d'histoire qui aurait intégré les conclusions de la commission Bergier, s'est heurté à la souveraineté cantonale en matière d'enseignement. Ce n'est finalement qu'en Suisse romande qu'apparut l'excellent petit livre de Pietro Boschetti, Les Suisses et les nazis, qu'on trouve d'ailleurs sur la table de la librairie à la sortie. Les Suisses et les nazis, le rapport Bergier pour tous, je vous le recommande. La formidable somme de connaissances risque bien de connaître le même sort que le rapport Ludwig sur la politique d'asile de 1957 et le rapport Bonjour sur la neutralité suisse de 1970, l'oubli. Jusqu'à ce qu'une nouvelle crise la fasse à nouveau sortir de l'ombre et nous aide à surmonter celle-ci. Merci à la Maison de l'Histoire de lutter contre ce risque d'amnésie. Il est plus que temps d'écouter ce que Marc Pernoud a à nous dire. Je tiens avant à lui réitérer ma profonde reconnaissance et mon estime pour le travail qu'il a accompli aux côtés de Jean-François Bergier. Merci Madame Dreyfus. Alors c'est très pratique, vous avez déjà avancé un petit peu sur le contexte. L'affaire des fonds des errants, cet accord avec les banques d'1,25 milliard pour solde de tout compte. On aurait pu aussi ajouter probablement la fin de la guerre froide, un contexte international qui pousse les États à revisiter leur histoire sous des tonalités un petit peu moins héroïques. Et puis aussi, évidemment, votre rôle à vous, Madame Dreyfus, votre volonté politique de nommer cette commission. Alors voilà, on est en 1996, et puis comme dans les scénarios hollywoodiens, la Confédération décide de rappeler un historien qui est à la retraite pour piloter cette commission. C'est M. Bergier, mais M. Bergier est médiéviste, et lui-même décide de se faire accompagner par celui qu'il considéra ensuite comme son fils spirituel. C'est donc vous, M. Marc Pernoud. Vous qui êtes spécialiste justement des questions bancaires. Donc vous êtes né en 1956 à Saint-Agrève en France, mais vous préférez parler du village où vous avez grandi, Chambon-sur-Lignon, puisque c'est un village de résistants et qu'il a lui-même donc sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez obtenu une licence à l'Université de Neuchâtel, un doctorat à l'Université de Genève, déjà sur les banques et les diplomates. Vous avez cette particularité de vous intéresser dans vos recherches tant à ceux d'en bas qu'à ceux d'en haut. C'est-à-dire vous avez travaillé sur les mouvements ouvriers et d'émancipation des ouvriers de votre canton, Neuchâtel, et puis également sur les questions bancaires et diplomatiques. Entre 1997 et 2001, vous êtes donc conseiller scientifique de la commission Bergier, et puis vous avez occupé ce même poste au DFAE, dont vous êtes jeune retraité. Vous avez également un homonyme à Genève qui est pianiste de jazz, mais rassurez-nous, ce n'est pas vous. À vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus si nombreux et je remercie vivement la Maison de l'Histoire, notamment son directeur Sébastien Faré, pour cette invitation. J'ai effectivement un homonyme qui est pianiste de jazz. J'ai aussi un homonyme qui est sociologue à l'Université de Lausanne. Donc, je ne suis qu'un historien et j'espère qu'il n'y a pas d'erreur de casting, comme on dit dans ces cas-là. Alors, en tant qu'historien, j'ai effectivement travaillé avec Jean-François Bergier pendant 20 ans, malheureusement les 20 dernières années de sa vie, puisqu'on avait commencé en 1989 à travailler pour l'édition des documents diplomatiques 1939-1940, et on l'a publié en 1991. À cette date, il faut dire qu'il y avait un seul journaliste à la conférence de presse, parce qu'on nous disait, oui, mais vous comprenez, vous, les historiens, vous revenez sans arrêt sous le passé. Nous sommes... il faut regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est l'Europe. En 1992, il y aura la votation sur l'espace économique européen, et c'est de ça dont il faut parler. Donc voilà, en 1991, on s'est trouvé un peu seul,
Et on a passé une soirée agréable, comme toujours avec Jean-François, mais bon, 5 ans plus tard, les conditions étaient totalement différentes. Alors je rappellerai d'abord quelle est un peu la préhistoire de la commission Bergier, ensuite les décisions qui ont été prises en 1996, évoquer rapidement les recherches, les principaux résultats, les critiques et lacunes que l'on constate dans les travaux de la commission, et ensuite évoquer les travaux historiques qui ont été menés depuis 2002, un peu dans la foulée de la commission Bergier. Alors sur la préhistoire de la commission Bergier, il faut revenir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il y a en fait 3 facteurs qui caractérisent la sortie du conflit mondial du point de vue de la Suisse. Un premier facteur concerne la politique humanitaire. C'est ce qu'écrit par exemple le délégué du Conseil fédéral pour les œuvres d'entraide internationale, Édouard de Haller, qui était d'ailleurs un Genevois. Il écrit « C'est sur ce que la Suisse fera au cours de la dernière phase de la guerre qu'elle sera jugée, et non pas sur les mérites qu'elle s'est acquises jusqu'ici. » Donc c'est à ce moment-là que s'opère ce que mon regretté directeur de thèse Jean-Claude Favet appelait le rattrapage humanitaire, c'est-à-dire que le nombre de réfugiés accueillis augmente de manière massive, des activités d'aide internationale sont développées, notamment le don suisse aux victimes de la guerre. Un deuxième facteur qui traduit aussi la manière dont la Suisse s'insère dans l'après-guerre, c'est la valorisation de l'armée suisse. Par exemple, en juin 1947, on peut lire dans la revue militaire suisse « Nous avons été sur le continent les premiers résistants de l'Europe, ou bien les derniers si l'on veut, j'entends les derniers qui fussent encore décidés à résister. C'est là un fait historique qu'aucune considération ne pourra changer. » Un troisième facteur, c'est l'accord de Washington de 1946, qui est considéré par le professeur William Rappard comme un miracle diplomatique, qu'un petit État réussit ainsi à repousser les exigences des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, dans l'accord de Washington, une lettre confidentielle prévoyait que la Suisse s'engageait à examiner avec bienveillance la question des avoirs des victimes de l'ancien gouvernement allemand, c'est une formule diplomatique qui caractérise ce monde, et victimes de l'ancien gouvernement allemand qui sont mortes sans héritier. Alors cet engagement est signé en 1946 à Washington par les diplomates suisses, et de retour en Suisse, ils doivent la faire appliquer par les milieux bancaires, et à ce moment-là se pose immédiatement la question du secret bancaire, qui est un élément de la stratégie de développement de la place financière suisse qui connaît un essor considérable à cette époque. Et on voit ainsi une séance le 21 août 1947 où le secrétaire général de l'Association suisse des banquiers estime que la situation actuelle est tout à fait différente de celle qui régnait à l'époque des accords de Washington de 1946 et surtout de Berne, accord Curry de 1945. Les États-Unis ne sont pas dans une position aussi forte qu'alors et ils ne voient pas de raison de se mettre à genoux devant eux pour des raisons stupides. Au contraire, ne conviendrait-il pas de profiter des circonstances pour leur répondre clairement que la question doit être revue? Monsieur Kapler, donc un diplomate, remarque que l'on s'en trouve devant le dilemme suivant, ou bien l'Association suisse des banquiers fait une enquête privée, ou bien un arrêté fédéral prévoit l'obligation d'annoncer tous les biens au sujet desquels les banques n'ont reçu aucune communication depuis une date critère. Monsieur Kaflich s'oppose violemment à cette dernière éventualité. Il déclare que les banques ne pourraient pas se plier à cette condition, qu'elles iront devant le Conseil fédéral, il n'y avait pas Ruth Dreyfus à l'époque, devant les chambres, devant la presse, mais qu'elles ne peuvent accepter de prendre des mesures qu'elles estiment aussi stupides. Et donc, à ce moment-là, les diplomates retirent les projets d'arrêtés fédéraux qu'ils avaient élaborés. Donc, on voit que les problèmes liés à ces avoirs des victimes des nazis en Suisse, c'est à la fois des problèmes économiques et financiers, parce que ça touche à la stratégie de développement de la place financière, c'est aussi des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes médiatiques, parce que les banquiers peuvent influencer sur les journaux,
Et c'est aussi un problème mémoriel, puisque dans le contexte de la guerre froide, qui commence de manière claire en 1947, il y a une large autonomie de l'économie privée qui n'est pas soumise à des mesures d'intervention étatique, et il y a un certain consensus politique là autour. Et donc, c'est dans ce contexte-là que se créent les mythes constitutifs des générations de l'après-mobilisation. L'armée a sauvé la Suisse, le secret bancaire suisse a été instauré en 1934 pour protéger les avoirs juifs. La Suisse est essentiellement un petit pays, terre d'asile et pays humanitaire. Alors ces mythes vont être instillés pendant des générations dans la société suisse et vont influencer durablement les mentalités en Suisse. C'est dans ce contexte-là que des historiens vont néanmoins travailler, notamment sur la base de l'ouverture des archives allemandes. On a évoqué le rapport Ludwig, publié en 1957 à la demande du Conseil fédéral, qui sera repris par Alfred Esler, traduit en français sous le titre « La Suisse, terre d'asile, point d'interrogation » par le regretté Philippe Schwed. Edgar Bonjour, publié en 1970 sa grosse étude sur la neutralité à la demande du Conseil fédéral. Toutefois, il est très sommaire sur les problèmes économiques et extrêmement bref sur la question de l'antisémitisme helvétique. Ensuite, il y aura la nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses en 1983, des articles sur le général Guisan de 1985 publiés par l'ancien archiviste de la Confédération Oscar Goy, qui sera traité à ce moment-là de rat échappé de sa bibliothèque par la presse vaudoise parce qu'il avait publié des articles sur les opinions politiques du général Guisan. Ensuite, il y aura l'étude du professeur Jean-Claude Fabé sur le CICR en 1988. Alors l'année 1996, de ce point de vue-là, est d'une certaine manière une césure, parce que bon, il y a la fin de la guerre froide, 1899-1891, il y a de nouvelles générations dans le monde et en Suisse qui apparaissent, qui posent de nouvelles questions à l'histoire, qui ont d'autres préoccupations, d'autres priorités. Et on le voit dans les déclarations aussi des autorités politiques, puisque en mai 1995, il y a la déclaration du président de la Confédération, Villiger, à propos qui s'excuse auprès des populations juives pour le tampon J de 1938. Il y a aussi en juillet 1995 la déclaration du président Chirac par rapport à la rafle du Veldiv. Et c'est dans ce contexte des discussions et des polémiques qui enflent au cours de l'année 95 et de l'année 96 que va se développer cette dynamique. Et au fond, on se trouve dans cette situation d'un ébranlement du bricolage identitaire qui avait été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Claude Lévi-Strauss, qui a été repris par Bernard Creta, montrer justement comment les identités nationales sont souvent fragiles parce qu'elles sont bricolées d'éléments hétérogènes et qu'au fond, la tempête médiatique de 1996 va rapidement démanteler l'identité helvétique qui avait été basée sur les idées que la Suisse était essentiellement un petit pays sans influence, et toute une série d'informations qui vont être sorties des archives à ce moment-là vont faire qu'à court d'arguments, les autorités doivent réagir par des décisions et vont faire appel à des historiens. Les décisions de 1996, c'est donc d'abord l'arrêté du 13 décembre, donc, qui prévoit la création d'une commission, et l'arrêté tel qu'il est formulé à ce moment-là, c'est des recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste. Et l'article 5 de cet arrêté est particulièrement important, comme l'a rappelé Ruth Dreyfus, c'est il prévoit que la commission aura le droit de consulter tous les documents qui peuvent être utiles à leur recherche, et cette obligation prime toute obligation légale ou contractuelle de garder le secret. Alors c'est le 13 décembre 1996 que la commission a nommé les 9 membres donc le président Jean-François Bergier. Et elle précise à ce moment-là quelle doit être l'ampleur de ces recherches. Et comme on était dans une ambiance un peu comme je dis, de crise, où jour après jour, les révélations qui sortaient des archives amenaient des éléments nouveaux, non seulement sur la question des avoirs en déshérence, mais aussi sur la question de l'or nazi, c'est-à-dire l'or pillé par les nazis
Banque centrale européenne. Tout ça a fait que petit à petit, le catalogue des recherches de la Commission a été de plus en plus vaste. Alors, vous me permettrez de voir un peu pour amener à ce... Alors, le premier thème, c'est les transactions d'or et de devises. Deuxième, le rôle de la Banque nationale suisse, le rôle des établissements bancaires privés, la gestion de fortune, la connaissance des personnes impliquées sur l'origine de ces valeurs, le transit à travers la Suisse de capitaux en fuite vers des pays tiers, la question du commerce d'art et de bijoux, le rôle de l'industrie suisse de matériel de guerre, la reprise d'entreprises allemandes, en particulier dans le cadre des mesures d'arianisation, le financement des exportations et des importations, les mesures étatiques pour l'économie et la place financière suisse, les accords économiques et financiers avec l'Axe et les alliés, les mesures officielles pour le contrôle des devises, la surveillance des banques, le contrôle politique de la Banque nationale suisse, le contrôle des importations et des exportations, le contrôle du trafic de matériel de guerre. Et c'est seulement en 18 qu'on trouve la signification de la politique face aux réfugiés dans le cadre des relations économiques et financières avec l'Axe et les alliés, ce qui était un des thèmes que nous devions aborder. La gestion des avoirs en déshérence, la gestion des valeurs provenant des pays de l'Axe, les mesures prises pour la restitution des biens pillés, la définition des personnes autorisées à demander la restitution, les rapports d'activité des autorités, l'écriture officielle de l'histoire, réaction à la publication des sources étrangères, c'est-à-dire notamment les sources allemandes qui ont été publiées à partir des années 50 et qui ont amené à des remises en cause de la vision mémorielle des autorités. Alors, c'est un programme qui, il faut le dire, quand même est très vaste, mais en même temps, vous remarquez qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes dans l'histoire, comme par exemple la défense nationale, la politique de neutralité ou la vie quotidienne des Suisses, qui ne sont pas inclus dans ce programme. En effet, le Conseil fédéral avait considéré que d'autres études qui avaient déjà été publiées à ce moment-là sur Guisan ou sur la neutralité ou d'autres publications n'impliquaient pas de mener de recherche supplémentaires. Par contre, ce qui était clair, c'était qu'il y avait de grandes lacunes dans la connaissance de l'histoire économique et sociale de la Suisse. Donc on a un mandat qui était à la fois très vaste, mais aussi limité par certains aspects. Alors les recherches vont commencer, et à ce moment-là, trois problèmes vont apparaître. On y reviendra peut-être. C'est que les archives sont beaucoup plus importantes que prévu. En effet, on avait commencé dans les années 80 à travailler sur ces problèmes économiques et financiers, et on avait demandé aux banques et aux entreprises, est-ce qu'on aurait la possibilité de voir leurs archives? Et la réponse en général était, oui, mais vous comprenez, nous n'avons pas la place pour les vieilles paperasses qui sont inutiles et inintéressantes, on les débarrasse, et puis ceux qui s'intéressaient à l'histoire nous répondaient, de toute façon, avec ce qui reste dans les archives, vous ne pourrez pas faire l'histoire des banques ou des entreprises suisses. Alors bon, on avait écouté respectueusement et timidement ces dirigeants bancaires, et en fait, une fois que l'obligation a été imposée par les autorités politiques, on s'est rendu compte qu'il y avait des masses d'archives beaucoup plus importantes. Deuxième problème, c'est que l'arrêté fédéral disait qu'on avait le droit de consulter ces documents. Alors, quand on a commencé à travailler, on a dit « Ah oui, mais vous avez le droit de consulter, mais vous n'avez pas le droit de copier. » Juridiquement, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a un risque, si vous faites des photocopies, que ces documents se trouvent ensuite dans des mains non autorisées et qu'il y ait soit des scandales médiatiques supplémentaires, soit des class actions devant les tribunaux américains. Donc, il y a eu toute une polémique, un échange sur le plan juridique entre la Commission et les juristes de l'économie privée. Et finalement, le compromis qui a été trouvé, c'est que chaque fois que nous voulions photocopier un document, 2 photocopies étaient faites et nous devions signer chaque exemplaire. Un exemplaire restait dans les archives de l'entreprise ou de la banque et nous avions le droit de prendre l'autre exemplaire à disposition pour nos recherches. Le troisième problème qui apparaît, c'est que dans ces masses d'archives, il faut qu'on est confronté à des
des monceaux d'archives, il faut avoir des instruments de recherche, des inventaires, des listes des dossiers, et souvent il n'y avait rien, ce qui compliquait nos recherches. Alors finalement, donc comme c'est à peu près cette grande vingtaine de thèmes ont été traités, et puis qu'on était bien conscient qu'on avait accès pour la première fois et probablement pour la dernière fois à une documentation qui était un peu la partie immergée de l'iceberg de la société suisse, on a décidé de publier, dans la mesure du possible, toutes les informations les plus importantes. Ce qui fait que les volumes de la commission ont fait cet ensemble de quelques 11 000 pages qui ont été publiés de 2001 à 2002. Alors vous avez sur le site internet de la commission, qui fonctionne encore, même si la commission n'existe plus depuis 20 ans, vous avez une série d'informations factuelles. Vous avez aussi, je ne vous ai pas amené les 28 volumes, mais disons par exemple un des volumes, celui dont je me suis occupé avec des collègues, sur l'histoire de la place financière suisse, qui est ainsi, et un autre que j'ai fait avec un collègue, Rodrigo Lopez, sur les relations financières franco-suisses, où là c'est notamment basé sur les archives des banques privées genevoises. Alors toutes ces informations, comme cela a été dit précédemment, c'est évidemment important pour la connaissance historique, mais on est bien conscient que même le volume de synthèse qui a été rédigé très rapidement parce qu'il fallait avoir les 28 études et il fallait le rédiger au cours de l'automne 2001, puisque le 31 décembre 2001 était l'ultime délai. Donc nous avons publié ce volume de synthèse de 600 pages, mais qui est un peu indigeste, comme l'écrit Jean-François Berger lui-même. Et c'est donc pour cela qu'en 2004, avec Jean-François Berger et moi-même, Pietro Boschetti a publié ce volume de 200 pages qui donne une vue d'ensemble sur les travaux de la commission. Alors pour résumer rapidement les résultats de la commission, vous me permettrez de reprendre ce qu'a déclaré le professeur Berger lors de la dernière conférence de presse le 22 mars 2002. Il écrivait « Notre mandat, vous le savez, n'exigeait pas de nous une histoire générale de la Suisse à l'époque du national-socialisme et au-delà. Il nous imposait d'éclairer quelques dimensions controversées ou insuffisamment connues de cette histoire. Les aspects où il apparaissait que la Suisse, c'est-à-dire ses dirigeants économiques et politiques, avaient pu passer à côté de leurs responsabilités. Là, il précise bien que quand on dit la Suisse, c'est ses dirigeants économiques et politiques, car ce n'est pas une histoire générale de la Suisse et des Suisses pendant cette période, et on est tout à fait conscient que toute une série d'informations pour lesquelles nous avions accès avec le privilège de l'arrêté fédéral, c'était des informations qui étaient inconnues de l'immense majorité de la population. Seule une petite minorité de dirigeants économiques et financiers et politiques étaient informés de ces problèmes et avaient la compétence de discuter et de décider d'intervenir sur ces questions. Donc, il est bien important de préciser que c'est l'histoire des dirigeants politiques et économiques, l'histoire des gens d'en haut, si on veut, que le mandat du Conseil fédéral nous a amené à étudier. Et Jean-François Berger continuait, nous avons été amenés en effet à identifier 3 champs où ces responsabilités ont été imparfaitement, voire très imparfaitement assumées. Le premier, c'est celui de la politique de la Confédération et des cantons envers les réfugiés. C'est de loin le champ le plus sensible puisqu'il met en cause des milliers de vies humaines. Comme d'autres historiens avant nous, nous avons dû constater que cette politique fut excessivement restrictive et qu'elle le fut inutilement. L'incertitude qui règne sur les chiffres et les spéculations auxquelles cette incertitude conduit n'y change rien. Un grand nombre de gens menacés dans leur vie furent refoulés sans nécessité.
D'autres furent accueillis, mais leur dignité humaine ne fut pas toujours respectée. Le courage de quelques citoyens et leur esprit de justice, l'engagement généreux de larges cercles de la population sont venus tempérer la politique officielle, mais ils n'ont pu l'infléchir. Les autorités savaient pourtant le sort réservé aux victimes, elles savaient aussi qu'une attitude plus flexible et généreuse n'eût pas entraîné de conséquences insupportables, ni pour la souveraineté du pays, ni pour le niveau de vie, fût-il précaire, de ses habitants. C'est dans ce sens que nous devons maintenir l'affirmation, peut-être provocante dans la forme mais conforme à la réalité: la politique de nos autorités a contribué à la réalisation de l'objectif nazi le plus atroce, l'Holocauste. Le deuxième champ que nous mettons en évidence est celui des arrangements que l'État fédéral et une partie de l'économie privée ont consentis avec les puissances de l'Axe. La question est délicate. Nul ne peut mettre en doute la nécessité de tels arrangements. Or, nous montrons qu'on est allé trop loin souvent, tant à Berne qu'au siège de certaines entreprises. Pas toutes, cependant. Ce qui montre qu'il existait des marges de manœuvre repérées et utilisées diversement, trop peu systématiquement. Dans aucun cas, nos recherches n'ont révélé une coopération qui aurait eu des motifs idéologiques, une quelconque sympathie à l'égard du régime nazi, ni de la part des organes publics, ni de celle des entreprises. Des entreprises y ont vu une chance de profit, d'autres une condition de survie, comme l'État fédéral lui-même. Cette coopération n'a pas été pourtant sans affecter le strict respect de la neutralité. Une neutralité qui remplit le discours officiel, qui légitime des actions parfois scabreuses ou le refus d'agir. Une maxime qui sert à tout, mais qui connaît des entorses au devoir qu'impose le droit de la neutralité, le crédit dit du milliard, donc le financement des exportations vers l'Allemagne par la Confédération, des livraisons de matériel fédéral de guerre, l'insuffisance du contrôle exercé sur le trafic ferroviaire entre l'Allemagne et l'Italie sont les exemples les plus patents. Le troisième champ de responsabilité, mal assumé, est enfin, après la guerre, celui des restitutions. Ni la Confédération, à travers des dispositions légales insuffisantes et inadéquates, ni les entreprises privées, banques, assurances, fiduciaires, galeries d'art ou musées, n'ont pris assez au sérieux et à temps les mesures nécessaires pour que tous les ayants droit puissent rentrer en possession de leurs biens. Un manque qui ne tient pas à la malveillance, à l'intention de s'enrichir aux dépens des victimes, mais avant tout à la négligence, à la non-perception d'un problème regardé au mieux comme marginal, ou encore au souci de préserver l'atout d'une stratégie de la discrétion, du secret bancaire notamment. C'est cette politique qui a créé ce qu'on appelle les biens en déshérence et qui est à l'origine des revendications et des problèmes d'image et d'histoire que la Suisse s'est vue obligée d'affronter ces dernières années parce qu'elle les avait négligés alors qu'il était temps de les résoudre. Voilà l'introduction au rapport final, à la dernière conférence de presse de la commission Bergier en mars 2002. Alors évidemment, dès la publication du premier rapport intermédiaire en 1998, sur les transactions sur l'or, les polémiques se sont développées. On était accusé de toutes sortes d'erreurs, d'incompétences, de méconnaissances. Et parmi les professeurs qui nous ont attaqués avec le plus de virulence, il y avait notamment le professeur Jean-Christian Lamblay, professeur d'économie à l'Université de Lausanne, et qui avait publié le 24 mars 2002 un article intitulé « Le procès de la Maison Bergier ne fait que commencer ». Alors, ayant été pendant 5 ans un serviteur fidèle de la Maison Bergier, je me suis un peu inquiété, mais le procès, finalement, est resté assez limité, dans le sens que, assez rapidement, il s'est avéré que les effets de l'accord global signé par les banques en 1998 avaient amené un décalage par rapport à l'intérêt public sur ces questions. Et finalement, les polémiques les plus importantes ont eu lieu pendant les travaux de la commission, alors que nous avions publié qu'une petite partie de nos travaux. Et c'est dans une certaine indifférence que peu à peu
les travaux de la commission ont été publiés. Alors, néanmoins, les banques ont publié, en même temps que les travaux de la commission, ainsi en novembre 2001, un ouvrage, des ouvrages qui ont été publiés par les banques ou quelques entreprises, c'est pour expliquer au bon peuple et au public comment il faut analyser l'histoire. Sous-entendu, les jeunes historiens critiques de la commission Bergier ne maîtrisent pas les problèmes économiques et financiers, tandis que nous allons vous montrer comment on traite ces problèmes. Alors là, c'est un des ouvrages qui a été publié par le Crédit Suisse en novembre 2001, et quand ils abordent la question des avoirs en déshérence, ils regrettent qu'au fond, pendant longtemps, ça n'a pas été ce qu'on appelle eine Chefsache, c'est-à-dire qu'ils regrettent que ni les directeurs généraux des grandes banques, ni la direction de l'Association suisse des banquiers ne s'en soient occupés, alors que c'était plutôt les juristes qui s'en occupaient et qui ont multiplié les obstacles et les manœuvres dilatoires pendant des décennies. Et ils arrivent à la conclusion que ces juristes ont manqué de la sensibilité qui leur était nécessaire et ainsi de la sensibilité aussi juridique, et, politique et morale pour traiter ces problèmes. Et au fond, ils reconnaissent que c'est en 1997 qu'à ce moment-là, les banques ont accepté des solutions que la Fédération suisse des communautés israélites avait déjà proposées 50 ans auparavant. Donc il y a d'une certaine manière une critique, mais une critique qui est une autocritique des banques qui s'adresse surtout aux juristes des banques, mais qui n'explique pas vraiment pourquoi ce sont les juristes et puis pas les dirigeants les plus élevés des banques qui se sont occupés de ce problème. Et cela pose deux problèmes, c'est qu'en fait, très souvent, ces avoirs en déshérence étaient de petites sommes, et dans le cadre d'une stratégie de secret bancaire absolu, qui est comme une muraille de Chine vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des clients externes, la hantise de l'espionnage financier est telle que toutes les volontés externes d'obtenir des informations sur ce qu'il y a dans les banques est interprétée comme une violation du secret bancaire. Ce qui fait que les employés étaient élevés, éduqués dans cette culture du secret, et que quand des survivants ou leurs héritiers arrivaient, on ne leur communiquait aucune information. Donc ce n'était pas la volonté de s'enrichir, mais c'était la volonté de préserver le secret bancaire de manière absolue. Et comme c'était des petites sommes, c'était des employés subalternes, effectivement, qui souvent appliquaient avec discipline et rigueur ces consignes des directions centrales. Alors, il y a un processus qui est de prise de conscience, mais seulement à la fin du XXe siècle, par les dirigeants des banques de cette importance des avoirs en déshérence, car au début de la polémique, en 1996, un dirigeant d'une grande banque avait déclaré, de toute façon, c'était que des peanuts, ces avoirs en déshérence, que donc il ne fallait pas en faire toute une histoire. Et en fait, petit à petit, ils se rendent compte que ça a plus d'importance que seulement une importance comptable, et ils le font seulement en 2001. En même temps, ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont accepté en 1998 de payer 1,2 milliard de dollars pour régler ce problème. Donc il y a une contradiction dans la vision mémorielle que développent les banques. À un moment, on dit c'est des peanuts, et puis après, quelques années plus tard, on paye 1,2 milliard. Comment expliquer ceci? Au fond, on l'explique en disant c'est la faute des juristes qui n'ont pas compris quelle était l'ampleur du problème. Alors, ces publications, disons, des milieux bancaires ou industriels n'ont pas eu un écho considérable, de la même manière que les rapports de la commission Bergier au cours des années suivantes.
Je signale néanmoins des publications qui ont été publiées, notamment ici à Genève, le professeur Charles Heimberg qui a publié du matériel pour l'enseignement sur la Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale, la question des réfugiés. Il avait publié une première version de cet ouvrage et il l'a actualisé, complété après la publication du rapport final en 2002. En Suisse allemande, il y a eu un manuel scolaire qui a été édité en 2006 par les Zurichois. Là, ça avait fait un certain scandale parce que, en fait, deux des quatre auteurs étaient d'anciens collaborateurs de la commission Bergier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'UDC, la SVP, pour employer l'expression plus claire, a protesté en disant c'est un scandale, ces historiens critiques veulent maintenant influencer les jeunes générations, il faut s'y opposer. Ce qui fait que ce livre, qui d'habitude, comme les manuels scolaires, est publié dans l'indifférence, a suscité de telles polémiques qu'il est devenu un best-seller pour le bien de l'éditeur et à la stupéfaction de l'UDC, qui aurait voulu un autre résultat. Dans le milieu universitaire, on doit signaler aussi que le professeur Jost à Lausanne a organisé un workshop de 3e cycle consacré au rapport de la commission indépendante d'experts, c'est-à-dire que pendant 3 années, avec son staff, il a lu attentivement les 28 volumes. Mois après mois, il invitait les personnes intéressées, et ça a souvent été aussi d'anciens collaborateurs de la commission Bergier, à examiner et à discuter ces 28 volumes. Donc, il y a eu une volonté de vraiment examiner ce qu'il y avait dans ces rapports, et c'était souvent des discussions très intéressantes parce que c'était des historiens qui connaissaient les acquis des autres travaux historiques et qui pouvaient apprécier à la fois ce qu'il y avait de totalement nouveau dans les travaux de la commission Bergier, mais aussi des faiblesses de ces travaux. Et l'assistant du professeur Jost à ce moment-là était Mathieu Lembrugger, qui est maintenant professeur à l'université de Zurich. Toutefois, ce workshop, dont vous pouvez retrouver en ligne les textes rédigés par les participants, a été un peu une exception dans le paysage universitaire suisse. Dans d'autres universités, soit les rapports de la commission Bergier ont été très peu discutés ou violemment attaqués, comme dans certains cas, ou alors carrément ignorés en considérant qu'il n'était pas nécessaire d'y consacrer plus de temps. Ce qui fait que Gilles Forster, un historien genevois, a publié par exemple en 2006 un article intéressant dans lequel il parle des travaux de la commission Bergier, et il intitule son article « Écrire l'histoire entre pression médiatique et scepticisme académique », c'est-à-dire une pression médiatique pour avoir des informations, des fois avec un goût de scandale, et au fond un scepticisme de beaucoup d'universitaires à l'égard de nos travaux. Néanmoins, nous avons continué à mener des recherches, et ainsi je vous signale par exemple une publication de 2009 qui est publiée par Rita Thalmann, une amie historienne d'origine suisse d'ailleurs, mais dont la mère avait perdu la nationalité suisse parce qu'elle s'était mariée avec un Allemand. Rita Thalmann, qui a été obligée ensuite avec son frère de revenir comme réfugié en Suisse, s'intéressait beaucoup aux travaux de la commission Bergier et à l'historiographie suisse, et nous avions publié ce numéro de cette revue en 2009, avec dans ce numéro le dernier article malheureusement de Jean-François Bergier, qui est décédé quelques mois plus tard. Alors les publications contre la commission Bergier se sont aussi
multiplié à certains moments. Et on continuait. Je vous signale par exemple un ouvrage publié ici à Genève de Franck Bridel, éminent journaliste, dont le titre indique bien qu'il faut en finir avec le rapport Bergier, et dont l'affiche qui date de la Deuxième Guerre mondiale est assez significative parce qu'il écrit « Qui ne sait se taire nuit à son pays ». Donc c'est assez clairement, il faut se taire et laisser les autorités et décider de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. Alors bon, j'avais prévu de citer dans ce cas-là le texte que vous aviez aussi cité. Michel Poré devient la référence. Effectivement, je trouve qu'il avait raison en 2010 dans la revue Campus de dire que la difficulté de la société suisse par rapport à l'histoire et aussi en particulier par rapport à la période de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a le sentiment qu'au fond, tout a été fait de manière correcte. Et il écrit « Le rapport Bergier a prouvé de manière incontestable que nous nous étions accommodés comme les autres de la réalité du moment et que nous n'avions pas forcément les mains propres, ce qui a largement contribué à désenchanter la vision que les Suisses avaient d'eux-mêmes. » Alors, effectivement, le terme d'accommodement est un terme qui a été utilisé notamment par le professeur Philippe Burin ici, pour essayer de dépasser les débats qui ont eu lieu pendant les années d'après-guerre, avec une dichotomie entre résistance et collaboration, et montrant que dans la société française, par exemple, il n'y a pas eu une immense majorité de résistants, qu'ils soient communistes ou socialistes, mais que les résistants et les collabos étaient deux petites minorités au sein de la population, et que l'immense majorité de la population, on devait caractériser son attitude par celle de l'accommodation, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut pour survivre dans ce contexte extrêmement difficile. D'autres professeurs se sont aussi exprimés, comme Claude Auxerre de l'Université de Fribourg, qui, dans la préface à la thèse de Christian Favre sur la frontière jurassienne pendant la guerre, écrivait « Il existe une ligne de démarcation claire dans l'historiographie de la Suisse face à la Seconde Guerre mondiale, soit un avant et un après la publication en 2002 du rapport final de la Commission indépendante d'experts suisse Seconde Guerre mondiale. Cette remise en cause du passé helvétique durant le nazisme qu'a consacré le rapport Bergier en a en fait permis de définitivement tourner la page sur la vision mythifiée de cette histoire, construite et entretenue avec force, moyens politiques et effets de propagande, de l'immédiat après-guerre au dernier quart du XXe siècle. » Et en 2016, le professeur Thomas Meissen, qui a été rédacteur de la NZZ pendant la période des travaux de la commission Bergier, qui a d'ailleurs souvent critiqué avec vigueur le fonctionnement et les travaux de la commission Bergier, en 2016 a écrit dans la revue française L'Histoire, à propos de la commission Bergier, son rapport n'a pas été bien accueilli partout, mais a contribué à rendre une image plus nuancée de cette période glorifiée de l'histoire nationale. En même temps, le professeur Schallenberg, en 2017, signalait le fait qu'il y a une évolution qui est quand même préoccupante, car en 2002, la pression est retombée de manière significative et que petit à petit, la difficulté à examiner le passé de la Suisse pose de différents problèmes et qu'on note à nouveau une tendance à une occultation qui s'observe notamment quand les enjeux de mémoire et les exigences morales sont posées. Et on doit constater qu'effectivement, dans les travaux, dans les activités mémorielles des autorités fédérales, il y a eu, dans la foulée des travaux de la Commission, un certain nombre d'activités importantes, notamment le fait qu'on a pu renforcer la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Il y a eu aussi la création de la commission de réhabilitation des personnes qui avaient été condamnées pour avoir aidé des personnes en fuite. Et cette commission va réhabiliter 137 personnes de 2004 à 2011,
La première personne qui a été réhabilitée était Emil Stittelmann, qui avait été condamné en juillet 1945 pour avoir aidé des réfugiés à quitter la Suisse pour la Palestine. Donc, ce travail qui a été fait dans la foulée des travaux de la commission Bergier, petit à petit s'est estompé au profit d'autres activités où on parle notamment d'un certain rituel des commémorations autour de la journée du 27 janvier et aussi de la valorisation du vice-consul de Suisse à Budapest, Karl Lutz, qui a accompli un travail admirable pour sauver des victimes. Mais ce qu'on ne dit pas dans ces publications qui ont le soutien des autorités fédérales, c'est que si Lutz a pu faire ceci, c'est qu'il a désobéi aux ordres de Berne et que notamment le conseiller fédéral Marcel Pilegola a tout fait pour empêcher ce développement de l'activité de la section des intérêts étrangers que dirigeait Lutz à Budapest. Alors, cette valorisation de Karl Lutz est certes importante, mais elle ne s'accompagne pas de nouvelles recherches dans les archives qui permettraient de montrer les différents problèmes et non pas créer seulement le héros Karl Lutz en effaçant tous les autres problèmes. Alors, je finirai rapidement parce que je vois que le temps passe, mais enfin, dire que du point de vue de la mémoire et des commémorations, on a quand même certaines activités qui montrent une évolution. Par exemple, en 2020, à l'occasion des 75 ans de la fin de la guerre, il y a eu une série de la Société suisse de radiodiffusion qui était à la fois des documentaires et des séries de fiction sur la fin de la guerre qui traitent du problème des enfants de Buchenwald qui sont accueillis temporairement en Suisse à condition qu'on s'en débarrasse au bout de 6 mois avec comme l'écrivait Édouard de Haller, et aussi la question du recrutement d'anciens industriels allemands qui étaient impliqués dans le système nazi, qui ont été recrutés dans l'immédiat après-guerre pour développer l'industrie suisse. Alors, c'est deux aspects qui sont présents dans les travaux de la commission Bergier, même si on en a très peu parlé en 2002, sont intégrés dans ces documentaires et dans ces films de fiction, ce qui permet de mieux saisir les différents aspects de l'histoire suisse, en tenant compte justement des travaux de la commission Bergier. Alors, depuis 2002, il y a eu toutes sortes de travaux historiques qui ont été menés. La base de données des documents diplomatiques suisses, qui a été très utile pour la Commission, a intégré maintenant toute une série d'informations, tout ce qui était possible d'intégrer des travaux de la Commission Bergier. Les éditions Antipodes à Lausanne publient aussi de nombreux ouvrages qui concernent notamment la Deuxième Guerre mondiale. Les éditions Alfil à Neuchâtel, qui ont été fondées et dirigées par Alain Cortin, un ancien collaborateur de la Commission, publient aussi de nombreux ouvrages. Vous avez aussi à l'étranger des historiens et des personnes qui s'intéressent à l'histoire, qui sont très intéressés par les résultats des recherches qui se mènent en Suisse. Et ainsi, le Mémorial de la Shoah à Paris, qui avait organisé en 1997 un fameux colloque dans lequel des historiens comme Daniel Bourgeois avaient pu montrer les résultats des recherches qu'ils avaient déjà menées à l'époque. La revue d'histoire de la Shoah a publié plusieurs numéros avec des articles sur ces différents problèmes dans lesquels la Suisse est mentionnée. J'ai eu l'honneur d'y contribuer. Il y a eu aussi la thèse de Ruth Viva Silberman qui, elle, a été très critique à l'égard de la commission Bergier et qui a publié sa thèse l'année passée. Vous avez aussi d'autres ouvrages qui s'insèrent dans un approfondissement des travaux de la commission Bergier. J'avais mentionné le fait que le contrôle politique sur les banques est un des sujets que la commission Bergier avait à traiter selon le mandat. Mais là, vous avez un historien qui vient de publier sa thèse, qui a repris de manière plus générale et plus approfondie que nous n'avions pu le faire, cette question
de la régulation des banques en Suisse. La Commission a aussi insisté, dans le sens aussi de ce que Jean-François Bergier préconisait, c'est-à-dire d'examiner dans la longue durée, disant qu'on ne peut pas examiner les problèmes de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale si on ne sait pas ce qui s'est passé avant et après, et si on n'examine pas ce qui se passe à travers le monde pendant cette période. Et de ce point de vue-là, vous avez par exemple la thèse d'Isabelle Luca sur les relations avec l'Argentine qui travaille dans la foulée des travaux de la Commission Bergier. Vous avez aussi d'autres activités qui sont menées là dans les musées. C'était une exposition à l'occasion de la fin, en 2020, pour commémorer aussi la fin de la guerre. Et c'est le catalogue de cette exposition dans lequel nous étions plusieurs collaborateurs et membres de la commission à écrire sur différents problèmes de Bâle pendant cette période. Et bon, malheureusement, l'exposition a pu être seulement temporairement montrée parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Mais bon, ce n'était pas la faute de la commission Bergier. Et en même temps, on constate aussi qu'il y a toujours, c'est un peu comme un monstre du Loch Ness, ces débats sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez peut-être suivi qu'en 2021, les débats et les polémiques autour de la remise au Musée des Beaux-Arts de Zurich de la collection de Burlet, qui était le principal producteur de matériel de guerre et qui était devenu l'homme le plus riche de Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette remise a provoqué de nombreuses polémiques. Et un historien, Simon Ellenger, disait à ce moment-là, c'est étonnant de voir ces polémiques. C'est comme si à Zurich, au moment où la commission Bergier travaillait et publiait ces informations, on avait tranquillement dormi au lieu d'examiner ce que la commission Bergier démontrer. Alors, à Zurich, il y a néanmoins aussi d'autres gens qui travaillent dans la foulée des travaux de la commission Bergier. Jean-François Bergier était professeur d'abord ici en histoire économique et puis ensuite à Zurich, à l'Institut d'histoire de l'École polytechnique fédérale, et il avait fondé les archives für Zeitgeschichte qui réunissent des archives, des organisations et personnalités juives, des entreprises, notamment du Vorort, et d'autres archives importantes de personnalités. Et cette institution est maintenant dirigée par un ancien collaborateur de la commission, Gregor Spuler, et vous voyez par exemple des activités qu'il mène dans la continuité des travaux de la commission Bergier. Alors, il y a quand même certaines choses qui se passent, mais en même temps, on peut se poser des questions. Et je voyais que, par exemple, par rapport au tout nouveau manuel scolaire commun au canton roman, dans un article du Temps du 26 avril, il était indiqué qu'il faut dire que la référence au rapport Bergier est particulièrement modeste et peu critique, souligne l'expert qui avait plaidé pour accorder beaucoup plus de place au sujet de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Résultat, 4 pages et un paragraphe de 12 lignes sur le rapport Bergier. C'est discutable, estime Pierre-Philippe Bugnard. Effectivement, bon, nous avons travaillé pendant 5 ans et les résultats de nos travaux sont résumés en 12 lignes, à peine 2 lignes par année de travail. Le retour sur investissement n'est pas optimal. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a aussi d'autres moyens d'enseignement, notamment en ligne ou des publications qui sont disponibles pour les enseignants qui veulent intégrer dans leur enseignement les résultats des travaux de la commission Bergier. Des enseignants en histoire accordent plus d'importance maintenant à nos analyses, par exemple Dominique Dirlewanger dans ses publications et ses interventions médiatiques. D'autres collaborateurs scientifiques de la commission sont devenus enseignants. Ils continuent des recherches. Par exemple, mon collègue et ami Rodrigo Lopez a publié un solide et novateur article dans le Temps du 10 mars 2022, sur la contribution des banques suisses à la bataille du Wolfram de l'Allemagne nazie, montrant comment le financement de certaines transactions était discrètement assumé par les banques suisses.
Alors, le 22 mars 2002, Jean-François Berger avait terminé ainsi sa dernière déclaration en tant que président de la commission d'experts, en disant « Toutes ces questions n'ont pas reçu des réponses complètes ni définitives. La recherche doit continuer. Elle doit dorénavant dépasser les horizons étroitement nationaux et s'organiser sur le plan universel. Car la plupart des objets de notre légitime intérêt se jouent des frontières, échappent aux perspectives limitées de chaque nation concernée. La commission d'experts n'existe plus, mais ses membres sont là et veilleront à ce que l'élan pris ici et ailleurs ne s'épuise pas. » Alors effectivement, il reste toujours beaucoup à faire. Lui-même n'est malheureusement plus là depuis 2009, mais les impulsions continuent à déployer leurs effets. Alors pour terminer, je ne prendrai que 2 exemples. La LICRA de France et Suisse organise du 17 au 19 juin 2022 les 4e Journées des Justes, qui auront lieu à Thonon-les-Bains et à Lausanne. La LICRA m'a fait l'honneur de me demander de présider le comité scientifique qui a organisé 3 tables rondes sur l'asile depuis l'époque des Huguenots jusqu'à nos jours. Par ailleurs, la Fédération suisse des communautés israélites m'a aussi demandé de diriger avec Francine Brunswick, Laurence Leitenberg et Jacques Ehrenfreud un volume sur les présences juives en Suisse romande du Moyen-Âge à nos jours. Nous faisons tout notre possible pour que ce volume soit publié cette année par les éditions Alphil. Ces 2 exemples attestent que, malgré plusieurs obstacles, l'élan impulsé par la commission Berger continue d'animer les recherches historiques. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci. Avant d'ouvrir les questions au public, on aura juste une petite discussion avant, mais ne vous inquiétez pas. Donc il y aura du temps pour les questions du public. Étant donné que moi aussi, dans le cadre de mon autre profession, je travaille aussi sur les banques. Moi, j'aimerais revenir sur la question, justement, des archives. Donc, dans un premier temps, hein, vous l'aviez dit, les banques se sont fermées en bloc. Ensuite, elles ont accepté. Elles vous ont donné un laps de temps limité, quelques mois. Pas de photos, pas de photocopies, etc. Finalement, en Suisse, quand on est historien, un peu critique, est-ce qu'on travaille vraiment sur les banques ou pas systématiquement contre les banques et en dépit d'elles? Bien. Disons, les banques jouent un tel rôle dans l'histoire contemporaine de la Suisse que si on veut faire de l'histoire suisse, à mon avis, il faut d'une manière ou d'une autre aborder la question du rôle des banques dans la société suisse. Alors effectivement, il y a toujours cette question de l'accès aux archives bancaires qui est impossible actuellement. J'ai mentionné le cas que Burlet est de nouveau sur le devant de la scène à Zurich. On a dans le rapport de sur la place financière, nous avons mentionné des informations sur la manière dont les banques ont soutenu les efforts de Burlet. Il y a les cotes de tous ces dossiers et puis on a demandé à pouvoir de nouveau voir ces dossiers puisqu'il y a des informations qu'on n'a pas eu le temps de publier et pas la place de publier. Les banques ont tout de suite refusé alors que ce sont des informations qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est particulièrement problématique, c'est que par ailleurs, au même moment, depuis quelques années, vu les problèmes de fuite, de fraude fiscale aux États-Unis, les banques fournissent des informations, y compris sur leur personnel, qui datent des années les plus récentes. Ils les envoient aux États-Unis. Donc, évidemment, ils le font parce que s'ils ne le font pas, ils n'ont pas accès au marché américain. Comme ils ont accepté en 1996 d'ouvrir leurs archives parce que les Américains sortaient des informations qu'il était impossible d'analyser si on n'avait pas accès aux archives des banques suisses. Donc, effectivement, on a beaucoup, disons, regretté, disons, on avait un peu naïvement espéré qu'il y aurait un peu un arrangement, que par exemple les photocopies que nous avions faites soient déposées aux archives für Zeitgeschichte, que peut-être
20 ans plus tard, elle soit accessible à tout le monde, parce que c'est aussi un problème pour les autres historiens de ne pas pouvoir avoir accès à ces documents. Tout cela a été refusé sans possibilité. Alors, il y a des moyens d'un peu de contourner ce blocage, c'est-à-dire qu'il y a quand même des traces écrites des activités des banques qui sont dans les archives publiques. Alors, encore faut-il prendre le temps de les consulter, mais il y a des informations qu'on peut trouver, et puis on peut reconstituer ainsi un certain nombre de processus, mais on n'arrive pas à ce qu'on a pu montrer avec les travaux de la commission, c'est-à-dire toutes les affaires qui sont à court terme, à des délais de 2-3 mois, et qui ne laissent pas de traces dans les archives publiques. L'autre aspect qu'on a pu montrer aussi, c'est l'importance des avoirs hors bilan des banques, qui atteignent à ce moment-là 20 milliards de francs suisses, qui est une somme énorme et qui permet aux banques de faire pression sur les autorités politiques, comme je l'ai montré avec l'exemple du blocage des projets pour régler les problèmes des avoirs en déshérence en 1947. Si les banques sont si convaincantes auprès des autorités politiques, c'est qu'elles le disent dans d'autres procès-verbaux. Il faut que les banques soient prospères pour que l'État puisse financer ses dépenses. Et à ce moment-là, l'État doit accepter les revendications des banques. Très brièvement, vous avez vu un changement dans la position des banques. Est-ce que vous les voyez changer à l'avenir, s'ouvrir un petit peu plus, du moins pour les archives les plus anciennes, et permettre à des jeunes historiens d'aller questionner un petit peu ce passé? Alors bon, comme je disais, on a espéré qu'il y ait une ouverture, mais même les jeunes historiens, par exemple ceux qui ont travaillé sur le contrôle des banques, ça a toujours été net. Et puis on a senti nettement, pour la petite histoire, puisque c'était l'arrêté fédéral était valable jusqu'au 31 décembre 2001, je suis encore allé entre Noël et Nouvel An à Zurich dans les archives d'une banque pour faire quelques vérifications. Et puis quand je suis arrivé, l'employé subalterne qui s'en occupait avait écrit sur mon mail « Haha, endlich die letzte Bestellung der WEKA ». Ça veut dire enfin la dernière commande de la commission Berger, c'est-à-dire on va pouvoir passer à autre chose. Mais voilà, mais c'est très regrettable, disons, comme je disais avant, il y a toutes sortes d'archives dans les banques qui ne concernent pas du tout les affaires, disons, de leurs clients ou des affaires, mais qui concernent aussi des problèmes dans lesquels ils interviennent, que ce soit par exemple dans le financement des journaux ou bien dans le financement d'organisations religieuses. Tout ça, ça pourrait être publié sans problème, mais ils ne le veulent pas. Alors justement, sur ce contexte de réception, donc la commission fait déjà polémique avant même d'avoir publié. Vous avez les banques, on peut imaginer qu'elles ne vous aiment pas beaucoup, mais vous avez d'autres amis. Et puis, donc, je suis tombé là-dessus, je voulais vous le lire. Donc, c'est un éditorialiste de l'Express qui écrit ça en 97 et qui dit la chose suivante. La littérature enfantine s'est enrichie cette semaine d'une œuvre capitale. Entre Pif le chien et Pezzi part en vacances, nous compterons dorénavant le rapport sur l'or rendu hier par la commission Berger. 5 millions déjà octroyés, auxquels s'ajoutent quelques 17 millions réclamés aujourd'hui. Voilà, c'est derrière. Voilà qui porte l'enquête de la commission à 22 millions. C'est le prix d'une psychanalyse nationale menée par des historiens ou réputés tels, au fou. Marc Pernoud, vous vous en rappelez de ces mots? Et puis, est-ce qu'ils ont fait mal? Oui, effectivement. Disons, on n'avait pas pensé qu'on avait rédigé de la littérature enfantine. Et puis, disons, Pif le chien, bon ben voilà, je fais lire à mes petits-enfants, mais je n'avais pas pensé que c'était à ce niveau-là. Mais effectivement, la hargne que certains ont développé contre la commission Berger était assez incroyable, disons. Il y a vraiment eu et puis bon, il faut le dire aussi, des fois une certaine jalousie
de ceux qui auraient bien aimé être membres de la commission d'experts et puis qui ne l'ont pas été, et qui ont ainsi, au fond, attaqué la commission Berger pour dire, voilà, il ne faut pas remettre en cause le passé de la Suisse. Comme je vous le disais, en 1995, le directeur des archives fédérales, qui n'était pas du tout un gauchiste ou un antimilitariste, avait été traité de rat échappé de sa bibliothèque parce qu'il avait publié des articles sur les opinions d'extrême droite du général Guisan. On lui a écrit dans la presse vaudoise Monsieur Goy, l'histoire de la Suisse est écrite, c'est sacré, n'y touchez pas. Et c'était le même type d'argument. Et Oscar Goy a été, disons, juste préservé de sanctions disciplinaires parce que Georges-André Chevalat, qui était historien à ce moment-là, a dit oui, on n'a rien à reprocher à M. Goy. Donc cette hargne qu'il peut y avoir contre les historiens est malheureusement une constante dans l'histoire suisse qu'on voit à différentes périodes. Et Jean-François Berger lui-même, je pense, le sous-estimait quand il a accepté de présider la commission, parce que lui n'était pas, disons, politiquement, il ne s'intéressait pas vraiment à la politique, et puis en tout cas, il n'était pas un homme de gauche. Et il avait au contraire un tempérament plutôt consensuel, et il avait travaillé dans d'autres projets avec des banques, mais néanmoins il est passé assez rapidement du statut de sauveur de la patrie à celui d'ennemi public numéro 1, si ce n'est peut-être numéro 2 en fait. Et vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir passé votre vie à défendre justement les conclusions du rapport Bergier? Ben, disons, j'espère avoir fait d'autres choses, mais enfin, disons, c'est vrai que bon, le regret qu'on a, c'est qu'il y a eu, comme je disais, avant 96, on avait soulevé un certain nombre de problèmes, c'est tombé dans l'indifférence. Après, il y a eu tout d'un coup cette excitation et cette tempête médiatique pour différentes raisons. Et puis après, c'est retombé. Et on a un peu une image, alors, justement, de destructeur de mythes. Mais en même temps, pour ne prendre qu'un exemple, en début 97, il y avait eu un documentaire de la BBC qui avait été tourné, puis qui avait eu un énorme succès, dans lequel une témoin, de manière anonyme, disait « En 1943, j'ai vu avec ma mère des trains de déportés vers les camps de la mort qui transitaient par la gare de Zurich. » Alors, ça avait fait un scandale international. Et puis, en fait, la commission a fait une étude et puis bon, a confirmé ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'aucun train partant vers les camps de la mort n'a transité par la Suisse, mais probablement cette personne, avec ses souvenirs, a confondu 1943 et 1945, quand c'était des trains qui revenaient effectivement des camps de la mort, mais pour accueillir des rescapés des camps nazis en Suisse. Donc, de ce point de vue-là, la commission a montré que les accusations qui avaient été formulées en 1997 étaient infondées et a, si on veut, défendu l'intégrité et l'honnêteté de la Suisse, mais on n'en parle jamais de cet élément parce que voilà, on préfère donner une image absolument négative des travaux de la commission. Vous avez fait aussi du fact-checking. Ouais. Parmi les autres mythes, il y a celui de la neutralité, hein, et puis avec donc l'invasion de l'Ukraine, la Suisse qui se donne 4 jours, mais qui suit quand même les sanctions européennes. On a beaucoup parlé de la neutralité, un concept très malléable qui est utilisé par les deux camps pour dire des choses très différentes. En quoi est-ce qu'elle a vraiment progressé, la vision de la neutralité de la Suisse depuis le rapport Bergier? Alors, justement, je pense que bon, elle a progressé parmi les gens qui ont bien voulu lire les travaux de la commission Berger. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'effectivement le concept de neutralité est un concept malléable et qu'on ne peut pas, c'est pas cette vision de c'est pas la neutralité qui peut être l'alpha et l'oméga de la politique étrangère suisse, et qu'effectivement, dans l'histoire, on voit qu'on justifie tout et son contraire avec la neutralité. Au début de la guerre, on interdit les exportations d'armes
au nom de la neutralité. Quelques semaines plus tard, on les autorise et des choses comme ça. Maintenant, je vois que, par exemple, le principal parti de Suisse qui était très opposé aux travaux de la commission Berger est aussi celui qui défend une image de la neutralité, une vision de la neutralité très rigide et très étendue. Et disons, je voyais des débats et j'entendais des débats sur la question de la neutralité par rapport à la guerre en Ukraine, où les membres de ce parti conservateur développent des arguments qui me font penser à d'autres arguments, des arguments analogues qui ont été développés à d'autres périodes de l'histoire suisse. Et donc, quelque part, ils sont logiques avec eux-mêmes. Ils étaient violemment opposés aux travaux de la commission Berger, qu'ils n'ont en général, je dois le dire, pas lu, mais néanmoins, ils ont une influence qui fait que les débats sur la neutralité restent ouverts. Merci beaucoup. Donc, on va profiter pour ouvrir les questions au public. Je vois une main qui se lève là-bas. Ouais. Merci beaucoup. Je suis une Américaine et je me rappelle cette époque parce que j'ai travaillé dans l'administration de Clinton. J'aimerais savoir deux choses. Premièrement, est-ce qu'il y avait des renseignements ou des paroles de juristes pendant cette époque qui faisaient des commentaires sur des lois des régimes nazis ou bien faisaient des commentaires sur des politiques suisses? Et l'autre, est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles ou des mêmes sortes d'obstacles avec la Banque nationale? Alors, effectivement, les juristes, c'est aussi un domaine dans lequel on doit aussi apporter des nuances sur la base des recherches qu'on a faites, parce que, par exemple, sur le tampon J en 1938, on remarque qu'il y a des juristes suisses, même Rothmund, le principal chef de la politique migratoire suisse, qui a des scrupules juridiques par rapport au fait d'amener cette discrimination par rapport aux Allemands, mais aussi possiblement par rapport aux Suisses. Et à ce moment-là, ces scrupules juridiques sont soumis au Conseil fédéral et le Conseil fédéral répond Monsieur Rothmund peut oublier ses petits scrupules. Le Conseil fédéral a approuvé à l'unanimité le tampon J sur les passeports. Et à ce moment-là, d'autres États enchaînent, puisque la Suède va aussi suivre. Donc, on voit qu'il y a une série de juristes qui ont posé une série de problèmes, d'interrogations et de critiques, mais que là aussi, c'est une question de rapport de force. Ceux qui étaient dans le sens dominant ont vu leurs analyses confirmées, alors que d'autres qui avaient des scrupules ont été marginalisés. Maintenant, par rapport à la Banque nationale, je dois dire, dans les années 80, avait des réticences par rapport à la publication par rapport à l'accès aux archives, et puis surtout à la publication, par exemple, d'études internes qu'elle avait menées. Mais je dois dire, dans les années d'existence de la commission, la Banque nationale n'a pas créé de problème. Et je dirais même que depuis la fin des travaux de la commission, il serait possible d'aller dans les archives de la Banque nationale, mais il y a de moins en moins d'historiens qui y vont parce que, voilà, pour les trajets universitaires, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable que de faire de l'histoire économique et financière. Mais c'est surtout dont la Banque nationale a ce problème, mais n'a pas causé de problème, mais c'est surtout les autres établissements financiers. D'autres questions? Monsieur. Oui, juste un petit témoignage. Moi, j'ai fait mes études il y a fort longtemps. J'étais à l'école de commerce à La Chaux-de-Fonds.
Et alors là, je me souviens très bien que plusieurs de nos profs étaient très critiques. On était loin de la géographie du manuel Chevalat et qui était très critique par rapport à l'attitude de la Suisse pendant la guerre. On nous disait qu'on vendait des armes. Et d'ailleurs, les usines qui fabriquaient les armes étaient à la frontière, hein, et qu'on n'accueillait pas les réfugiés. Donc, oui, il y avait déjà un regard très critique. Alors après, bien sûr, les travaux ont montré de manière tout à fait claire les choses, mais vraiment, ces profs, oui, on n'était pas dans la géographie, hein. Mais c'est vieux. Dans votre canton, on fait les choses pas si mal. Est-ce qu'il y a d'autres là-haut? Vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Ouais. Je sais pas. La réception en dehors de la Suisse, Suisse. oui, oui, excusez-moi. Oui, alors effectivement, je dois dire que c'est un événement, c'est un aspect sur lequel on doit insister, c'est le fait que le renom de la Suisse parmi les personnes qui s'intéressent au passé, c'est-à-dire pas seulement les historiens, mais toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire, a été renforcé par la décision de créer la commission Bergier, la décision d'ouvrir les archives privées, ce qui est très rare au niveau international, et le fait que les travaux ont été menés de manière si systématique et avec une volonté d'analyse approfondie. Donc, je pense que parmi les personnes qui s'intéressent aux travaux historiques, les travaux de la commission Bergier au niveau international sont une référence. Il faut dire aussi que le professeur Bergier était, avant de présider la commission, président de l'Association internationale d'histoire économique, et que, disons, il aurait espéré, mais ça n'a pas pu se faire, de stimuler encore des échanges internationaux. On a pu le faire dans certains cas. Il y a aussi des collègues de la commission Bergier qui ensuite ont travaillé pour la commission Liechtenstein, puisqu'il y a eu une commission d'experts pour le Liechtenstein, puisque, on le montre aussi dans les travaux de la commission Bergier, Vaduz c'était aussi le siège d'un certain nombre de sociétés boîtes aux lettres où des avocats d'affaires géraient des capitaux en fuite. Donc, parmi les gens qui travaillent sur l'histoire, je pense que la Suisse a une image respectable sur le plan international, disons à condition qu'on lise les travaux de la commission. Et ça, c'est un problème. Pietro Boschetti l'a remarqué souvent, et Jean-François Bergier le disait aussi, c'est que son livre de 200 pages, là, des gens l'ont lu et puis lui disaient « Ah oui, c'est intéressant ce que tu écris là-dedans, mais c'est plus nuancé que ce qu'écrit la commission Bergier. » Et puis alors il demandait « Oui, mais vous avez lu les travaux de la commission Bergier ?» Il dit « Non, j'ai entendu à la télé. » Alors effectivement, à la télé, on doit être très bref, etc. Et puis, ou alors, quand c'est dans les journaux, on doit répondre à des affirmations du style « Justement, vous écrivez de la littérature enfantine. » Bon, il faut dire, voilà, certes, nous ne sommes pas dans l'établissement traditionnel, mais nous avons respecté les règles de la recherche historique et lisé et discuté nos travaux sans nous dénigrer ainsi. Monsieur, peut-être la dernière question. Merci beaucoup pour cette conférence magnifique. Ma question est la suivante. Est-ce que cette expérience de premier plan, malgré tout, au sein de la commission Bergier a été, entre guillemets, bénéfique pour la suite de la carrière d'historien, de chercheur, ou bien elle a obstrué, compliqué quelque part les années suivantes? Alors, bon, Est-ce que le rapport Bergier vous a été utile dans votre carrière?
il faut répondre, on est à la télé. Alors, si on était à la télé, je vous répondrais non. Et comme on a un peu plus de temps, je vous répondrai que, effectivement, disons, les membres de la commission étaient, à une exception près, déjà professeurs quand ils étaient nommés. Donc, eux ont mené une carrière. Par contre, au niveau des collaborateurs scientifiques, c'est-à-dire ceux qui ont, comme moi, ont été recrutés par la commission, pratiquement aucun n'a fait de carrière universitaire. Rodrigo Lopez, par exemple, est maintenant enseignant dans le secondaire. Alain Corta dirige les éditions Alphil. Voilà, disons, c'est vrai que, bon, par rapport à... disons, on est respecté par un certain nombre d'universitaires, on est invité pour des conférences, pour des suppléances, pour des colloques, comme ça, mais voilà, ça en reste là. Une dernière question. Il y a une dernière question? Ok, dernière. Merci. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que l'obstruction qui est faite en fait par certaines autorités politiques ou la non-transparence des faits politiques et historiques de la Suisse laisse à penser, au contraire de l'opinion publique, que la Suisse a des choses à cacher, donc quelque part créer un état de suspicion parce qu'on n'ose pas dire effectivement, on n'ose pas dire la vérité telle qu'elle s'est passée. Est-ce que c'est en fait c'est non productif, c'est plus on pourrait penser qu'effectivement la Suisse se tire une balle dans le pied, à savoir qu'effectivement elle n'arrête pas de cacher à l'opinion publique ce que les autorités politiques et économiques ont fait dans ce pays. Alors, bon, effectivement, il y a, comme j'ai dit, pour des raisons, disons, stratégiques qui tiennent au développement de la place financière suisse, il y a une culture du secret en Suisse qui fait qu'il y a des effets sur non seulement le secteur financier, mais aussi d'autres secteurs. Et de ce point de vue-là, les travaux des historiens doivent quand même aller dans le sens d'une ouverture des archives, aussi des archives publiques. Et le rapport Bonjour avait permis de réduire le délai de protection des documents. Et on avait espéré qu'il soit que ce soit un peu analogue pour la commission Bergier. Surtout que quand on regarde les analyses que nous avons pu faire, on n'a pas trouvé de choses absolument scandaleuses au point que ça remette en cause, disons, aucun banquier n'a été condamné à cause de nos travaux. Et même s'il y a eu des craintes que le renom de la place financière suisse soit atteint par nos travaux, ça n'a pas du tout été le cas. Il n'y a aucune baisse du chiffre d'affaires et des banques. Mais effectivement, il y a cette tendance. Et le professeur Berger insistait aussi beaucoup, disant, parce qu'on disait, oui, c'est la commission vérité et puis il disait, au fond, la vérité, c'est un concept philosophique difficile à définir, tandis que lui, il vous disait, il fallait apporter de la clarté, il fallait que cette clarté sur les problèmes qui se posent soit apportée grâce aux analyses, et qu'il essayait toujours de travailler dans cette direction. Alors c'est pour ça qu'on a essayé de montrer au fond comment fonctionne disons, la place financière et les différents problèmes que nous avions à aborder, et de développer des analyses dans ce sens-là. Mais voilà, c'est toujours la réticence et que finalement la clarté est meilleure conseillère que l'obscurité, et que l'obscurité, au contraire, ou disons l'opacité, crée à ce moment-là bon, on n'en parlait pas tellement à l'époque, mais des réflexes complotistes ou autres qui on nous cache tout, et qu'il y a d'autres, alors que en fait les choses sont des fois plus claires, plus simples à comprendre. Donc il faudrait d'autres commissions Berger.
Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Peut-être que si on... Est-ce qu'on doit... On a encore 5 minutes? Une question, une question. Il y avait la dame au fond qui était la plus rapide. Je suis désolé, peut-être que vous pourrez continuer les conversations après. Bonjour, je suis polonaise et dans notre histoire, on avait une histoire douloureuse, similaire, je trouve. Il y avait un historien qui a écrit sur les crimes commis par les peuples polonais sur les Juifs. Et pour moi, qui a grandi un peu dans cette mythologie, que les Polonais étaient bons et sauvaient les Juifs, c'était très douloureux d'accepter ça. Comment c'était pour vous, les membres de ces commissions? Est-ce que vous les savez déjà, certaines choses, ou bien c'était aussi une découverte? Et comment ça a changé votre... Voilà, comment c'était ce processus d'acceptation? Merci. Effectivement, comme je l'ai dit de manière rapide, les travaux antérieurs aux années 70, on peut développer la question de l'antisémitisme en Suisse parce que c'était pas considéré comme une question prioritaire. Et par exemple, Edgar Bonjour, dans son grand rapport en 3 volumes sur la neutralité, il écrit juste une phrase en disant oui, par rapport aux restrictions à l'asile, c'est au fond toute une génération qui a failli, c'est l'antisémitisme est en chacun de nous et c'est toute une génération qui a failli. Et il passe ensuite, il ne développe pas. Et disons, un des soucis de la commission Berger, c'était de montrer justement qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est une génération qui a failli, mais qu'il faut montrer la complexité de l'antisémitisme helvétique et que les différents acteurs agissent dans ce domaine et qu'il y a un antisémitisme qui est absolument explicite, qui est celui de l'extrême droite, mais qu'il y a aussi un antisémitisme suisse qui est latent, qui s'exprime par des discriminations, qui ne s'exprime pas, sauf exception, par une violence physique, mais qui a encore des effets très importants et qui fait que finalement, cette accommodation qu'il y a eu par rapport au régime nazi était aussi possible parce qu'il y avait un certain antisémitisme. Mais en même temps, quand je dis ça, je rappelle encore que l'antisémitisme suisse et helvétique n'est pas l'antisémitisme des nazis ou de Vichy. Ce n'est pas du tout un antisémitisme exterminatoire, c'est un antisémitisme discriminatoire qui implique que, bon, on ne veut pas qu'il y ait trop de juifs en Suisse, donc ceux qui sont là, on les tolère, mais il faut que le plus possible de réfugiés juifs repartent le plus rapidement possible. Mais une fois qu'ils ont quitté la Suisse, les autorités sont indifférentes à ce que deviennent ces gens. Donc c'est pour ça que la question du refoulement ne sera jamais documentée de manière systématique, parce que l'antisémitisme helvétique n'est pas un antisémitisme exterminatoire. Mais en même temps, c'est une réalité qu'on a développée dans le cadre des travaux de la commission Berger. Certains nous ont accusés à cause de ça, mais parce que c'est une réalité de cette période. Et pour ne prendre qu'un exemple, tout le monde connaît Joël Dicker, l'écrivain à grand succès. Son arrière-grand-père Jacques Dicker était une personnalité importante de la gauche romande. Quand il est mort en novembre 1942, il faut voir l'éditorial qu'il y a dans la Gazette de Lausanne, qui n'est pas un journal d'extrême droite, mais qui est un journal libéral, conservateur. Et ça, le titre, c'est « L'halogène ». Et il rappelle qu'il avait un profil sémite, une chevelure noire, et ils ésayaient un yiddish mal assimilé, et il rajoute même plusieurs générations passeront sur sa descendance sans qu'il ne devienne un vrai Suisse.
Alors, quand on sait que c'est l'arrière-grand-père de Joël Dicker, on a quelques interrogations, mais en même temps, c'est en première page de la Gazette de Lausanne en novembre 1942. Donc, on préfère oublier ce genre de problème, mais c'est une composante de la société suisse dont il faut tenir compte. Et, disons, tout ça, disons, de créer un contexte dans lequel, disons, qui rend possible ensuite une certaine indifférence par rapport au crime nazi et ensuite une certaine indifférence par rapport à la question des avoirs des survivants de la Shoah, parce que l'ampleur des crimes nazis n'a pas été prise en compte de manière approfondie et systématique par la société suisse. Mais en ce sens-là, la Suisse est un pays européen comme d'autres pays européens, avec ses spécificités, mais aussi avec ses structures lourdes. Très bien. Merci beaucoup. On terminera peut-être sur cet espoir que les Joël Dicker n'aient plus besoin de justifier leur helvétisme. Merci beaucoup, Marc Pernoud. Merci beaucoup à Ruth Dreyfus et puis à Sébastien Farret et toute l'équipe de la Maison de l'Histoire qui ont organisé cette soirée. Merci surtout à vous d'être venus et puis bon retour. Merci.